La Russie, bien décidée à se lancer de nouveau à la conquête du pôle Nord. Le pays, dont un tiers du territoire est situé au nord du cercle arctique, est en train d'y rouvrir des bases datant de l'ère soviétique et en construit de nouvelles. Il s'attelle aussi à la construction de 3 nouveaux brise-glaces nucléaires. Objectif, marquer sa présence face aux 4 autres pays bordant l'océan Arctique. Les explications de cet expert. En raison du réchauffement climatique, la route maritime du Nord deviendra un passage praticable sans brise-glace tout au long de l'année. Et c'est le chemin le plus court depuis la Chine, le Japon et d'autres économies asiatiques majeures vers l'Europe. Donc la Russie est en train de la rétablir à la fois sur le plan aérien et sur le plan maritime, mais aussi sur le plan de la sécurité militaire. L'autre raison, ce sont les richesses énergétiques que recèle l'Arctique. 22% des réserves encore inexploitées de la planète en pétrole et en gaz s'y trouveraient. La Russie a déjà commencé les forages et en 2013, Greenpeace avait mené une action contre une plateforme pétrolière de Gazprom. Actuellement, Moscou tente aussi de relancer la procédure auprès des Nations Unies pour revendiquer 1,2 million de kilomètres carrés dans l'océan Arctique. Nous vous parlions hier de la poignée de main entre Vladimir Poutine et Donald Trump lors du forum de l'Asie-Pacifique qui se tient actuellement au Vietnam. Donald Trump qui a également rencontré le président chinois. Au menu des discussions de ce sommet, un thème source de tension, celui qui concerne des dizaines de petites îles revendiquées par le Vietnam et que Pékin est en train d'amener progressivement dans son giron. Explication Arnaud Miguet et Gaël Caron. En mer de Chine du Sud, ces croisiéristes ne viennent pas seulement admirer le lever du soleil, ils viennent en territoire conquis car pour eux, pas de doute, ces îles leur appartiennent. Regardez, d'ici on peut voir nos installations militaires sur l'île. Je n'y suis jamais allé, mais ça montre la présence de la Chine. Présence militaire et aujourd'hui civile. Ici, seuls les Chinois peuvent poser un pied-à-terre. Moyennant 1200 €, ils sont de plus en plus nombreux à faire ces croisières patriotiques. Ici, on est chez nous. Ça, c'est notre pays. Je suis vraiment contente parce que je suis en territoire chinois. En territoire chinois, tout le monde n'est pas de cet avis, mais pour ne laisser place à aucun doute, sur une simple barrière de corail, Pékin bétonne tous azimuts. Construit des aéroports pour ses avions militaires, pour mieux contrôler une zone riche en ressources naturelles, poissons et hydrocarbures. Pour le Vietnam voisin, c'est tout simplement une invasion. Cet espace maritime et ses territoires sont les siens. Dans ce musée, les preuves de souveraineté vietnamienne sur ces poussières d'îlots semblent bien établies, en tout cas pour cet ancien ambassadeur. Regardez cette stèle. Cela montre bien que c'est à nous. Elle a été installée par des Français pendant le protectorat sur les îles Paracel. Le Vietnam a des preuves solides et anciennes, mais la Chine s'y oppose, car en fait, elle veut transformer la mer de Chine en un lac de Chine. J'aime notre mère patrie. De retour avec les croisiéristes chinois sur l'île de Yonggong, petite séance de nationalisme. Les îles Paracel, elles sont à nous. Elles sont chinoises. Nous ne laisserons aucun envahisseur prendre ne serait-ce qu'un grain de sable ou la moindre goutte d'eau. Lever des couleurs, hymne national, la croisière fait recette. Et pour ces Chinois, en tout cas, qu'importe les condamnations internationales, ils ont marqué leur territoire.
Le détroit d'Ormuz, théâtre d'un bras de fer entre les Iraniens et les Américains qui dure depuis le mois de mai. Arraisonnement de tankers, destruction de drones, les deux puissances se sont provoquées sans jamais franchir la ligne rouge. Le 12 mai, 3 pétroliers, dont 2 Saoudiens et un Norvégien, sont victimes d'actes de sabotage. Un mois plus tard, c'est un autre tanker norvégien et un navire japonais qui sont touchés par des explosions. Pour les Américains et les Saoudiens, aucun doute, l'Iran est derrière ces attaques. Le 20 juin, un drone américain est abattu par l'Iran. Selon Téhéran, l'engin aurait franchi son espace aérien. Démenti de Donald Trump, qui ordonne des frappes aériennes sur la République islamique avant de se raviser au dernier moment. Je n'ai pas aimé cette idée. Eux, ils ont abattu un drone et nous allions répliquer en tuant 150 personnes. Je n'ai pas aimé ça. Le 4 juillet, la crise s'étend au Royaume-Uni après l'interception d'un tanker iranien au large de Gibraltar, accusé de transporter du pétrole vers la Syrie malgré l'embargo. Ces accusations sont rejetées par Téhéran. Les Britanniques ont instauré l'insécurité sur les mers. Et ils sont les seuls responsables de tout ce qui arrivera. Des paroles suivies d'actes. 15 jours plus tard, les gardiens de la révolution iranien interceptent un pétrolier britannique pour non-respect du code maritime international. Explication officielle, une collision avec un navire de pêche. Une version difficile à croire pour les Britanniques, qui y voient plutôt une mesure de rétorsion. Chaque jour, des centaines de bateaux qui se croisent. Nous sommes dans le détroit de Malacca, l'autoroute maritime la plus importante d'Asie. Situé entre la Malaisie et l'Indonésie, le détroit de Malacca s'étend sur 800 km. À l'extrême sud, Singapour, premier port mondial. Il y a 85 000 bateaux qui transitent ici chaque année. Ça fait 30% du commerce mondial qui passe dans cette partie du monde. Dans le détroit, la police veille, car le trafic n'est pas seulement maritime. Depuis toujours, la région est infestée de pirates qui dévalisent les cargos de passage. Ils arrivent par là, sur le côté, et montent à bord avec des grappins. La zone a été classée risque de guerre par les assurances anglaises Lloyds. Pas moins de 200 attaques pirates répertoriées pour la seule année 2006. Un chiffre multiplié par 3 en 10 ans. On monte dans le bateau. On attrape l'équipage, on les ligote. On récupère leur solde. Ça dure pas plus de 15 minutes. Bienvenue sur l'île de Batam, située face à Singapour. 700 000 habitants et une vue imprenable sur le détroit. L'île a la réputation d'être un repère pour les pirates de la région, avec son ANPE local, les bars du port. Ici, la piraterie fait partie du quotidien. Vous voyez le bateau là-bas, il a été attaqué il y a 5 jours. Et l'autre à côté aussi. Des bateaux attaqués, Mohamed Arras en a eu plusieurs en 40 ans de carrière. Il est l'un des plus grands armateurs de Batam et gère une vingtaine de navires. Les pirates connaissent très bien la mer. Ils sont rapides. Et si vous n'avez pas d'argent à leur donner, ils vous tuent.
C'est dangereux pour les marins. Les pirates sont très nombreux ici, vous savez. Nombreux mais discrets. Pour rencontrer les pirates, il a fallu négocier plusieurs semaines. Bateau taxi le jour, pirate la nuit, notre contact travaille avec un gang de Blakang Padang, une île voisine de Batam. 1 heure d'attente et nous sommes rejoints par 4 hommes en cagoule. Ils nous emmènent dans leur repère, une île fantôme, d'où ils partent pour leurs attaques. Les armes sont rudimentaires, mais la technique est efficace. On va chercher le capitaine et on lui place l'arme ici. Et si jamais ils obéissent pas, est-ce qu'ils peuvent les blesser? S'il n'obéit pas, on le tape. Ici, à l'épaule. Jamais à la tête. Ou alors on le coupe ici, à la jambe. Actifs depuis 3 ans, ces hommes opèrent la nuit en groupe de 8, plusieurs fois par mois. Un bon coup peut rapporter jusqu'à 50 000 $. Pour le repérage des bateaux, les règles du casting sont bien établies. Ce que l'on regarde en premier, c'est la taille du bateau, pour voir si on peut grimper dessus. Et puis on regarde son pavillon pour voir d'où il vient. Le bateau qui est là-bas, par exemple. Vous voyez, il vient du Panama. En général, il y a de l'argent là-dessus. Ça peut être pas mal. Après le repérage vient l'abordage. Le choix du matériel est crucial. Voilà, ça c'est les bateaux traditionnels qu'on utilise. Les cargos font des gros remous. Donc on a besoin de bateaux qui fondent les vagues et qui soient stables pour l'abordage. Les speedboats sont trop légers, ça bouge. Et avec la police, comment ça se passe? La police, nous, on leur échappe. Ce qu'on fait, c'est qu'on attaque dans les eaux internationales, entre Singapour et l'Indonésie. Nous, vraiment, les patrouilles, ça ne nous pose aucun problème. Pas de problème pour les pirates. Et pourtant, côté autorité, on met le paquet. Sirène qui hurle, descente en hélicoptère, arrestation musclée. Bienvenue dans le show à l'américaine des autorités indonésiennes. Une reconstitution un brin kitsch pour épater la presse, mais surtout pour rassurer sur l'autre menace qui grandit dans la région. Celle d'un attentat maritime dans le détroit, comme celui commis au Yémen par Al-Qaïda contre l'USS Cole en 2000, ou celui d'Abu Sayyaf au large des Philippines en 2004, plus de 100 morts. Pour ces spécialistes internationaux de la sécurité maritime réunis ce jour-là à Singapour, le cocktail pirate terroriste a de quoi inquiéter. Les pirates sont motivés économiquement et les terroristes politiquement. Ce sont 2 espèces différentes qui vvont certainement coopérer et collaborer dans le futur. Il y a toujours un potentiel pour que les terroristes apprennent des pirates et vice-versa. Ce sont 2 groupes qui s'observent.
Saint-Martin au plus fort de l'ouragan. On n'entend plus que le vent. Assourdissant. Des rafales qui avoisinent les 300 km/h. Et la pluie qui s'abat sans discontinuer. Elle fait déborder l'océan. Sur cette image, une vague qui submerge tout et emporte avec elle une habitante imprudente. L'eau qui prend d'assaut la cour de cet hôtel sous les yeux d'une femme stupéfaite. Oh my God! Look at the hotel upstairs smashed up. Oh my God! L'eau qui envahit les rues. Les voitures flottent désormais comme les bateaux. Ici, le boulevard et le port ne font plus qu'un. Depuis le port de Gustavia à Saint-Barthélemy, l'évolution de la situation au cours de la matinée. L'image de la webcam se brouille peu à peu, au fur et à mesure que les vents se renforcent. Pendant près de 10 heures, Saint-Martin et Saint-Barthélemy se sont retrouvés au cœur du cyclone. Et voici ce que les habitants ont commencé à découvrir lorsqu'ils ont pu sortir de chez eux. Oubliez les paysages de cartes postales. Les dégâts matériels sont énormes, encore difficiles à évaluer. À Saint-Martin, la préfecture et l'hôpital sont endommagés. À Saint-Barthélemy, la centrale EDF est inutilisable selon les autorités. Comme prévu, Irma est arrivé vers 2 h du matin et a frappé de toute sa puissance. Le voici filmé ce matin depuis l'avion de climatologues qui le suit depuis plusieurs jours. Depuis la station spatiale internationale, voici l'œil de l'ouragan. Une intensité sans précédent sur l'Atlantique. La population avait ordre de rester barricadée. Irma se déplace désormais vers Porto Rico et Haïti. Dans les Antilles françaises, le confinement est levé. Les secours qui ne pouvaient pas sortir viennent seulement de commencer à intervenir. Chers Maldiviens en exil, je ne sais où adresser cette lettre car j'ignore où vous êtes. Si vous faites partie des plus chanceux, peut-être êtes-vous dans un de ces gratte-ciels surpeuplés installés dans l'une des îles artificielles flottant au large de la Nouvelle-Zélande. Dans le cas contraire, vous êtes sans doute dans un camp de réfugiés détrempés. Des populations contraintes à l'exil, des territoires submergés par les eaux, ceci n'est ni le scénario d'un film catastrophe, ni le résumé du mythe de l'Atlantide, mais une prévision scientifique bien réelle. Pas moins de 280 millions de personnes autour du globe devront quitter leur domicile en raison de la montée des océans causée par le réchauffement climatique. C'est ce que prévoit le dernier rapport du GIEC, présenté le 25 septembre à Monaco. Et le nombre de réfugiés climatiques sera encore plus grand si nous ne parvenons pas à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés d'ici à 2100. 280 millions de personnes, c'est l'équivalent des populations de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Espagne et des Pays-Bas cumulés. Et parmi les territoires menacés de submersion, on compte de nombreux États insulaires. Des îles comme les Maldives, Tuvalu ou encore les îles Salomon sont en première ligne puisqu'elles sont très basses, dépassant du niveau de la mer de seulement quelques mètres. Après avoir passé 4 mois aux Maldives, le journaliste irlandais Robert Templer a rédigé une missive adressée aux futurs exilés de cet archipel de l'océan Indien, dans laquelle il imagine ce que nous leur dirons lorsque leur pays aura été englouti. Voici un extrait de la lettre, traduite et publiée par Courrier International.
Avez-vous la nostalgie de votre pays? Avant que les vagues ne recouvrent vos îles, c'était un lieu paradisiaque. Des îles si basses qu'elles étaient insoupçonnables, dépassant à peine du niveau de l'eau. Au-dessus, le ciel formait un vaste dôme bleu, empli, au crépuscule, d'imposants nuages roses. La plupart des gens peuvent encore vivre dans leur pays. Ils sont certes brûlés, grignotés par les eaux, ravagés par les incendies et les inondations. Ce n'est plus votre cas. Vos îles ont fini par être abandonnées, les derniers habitants vivant sur des plateformes flottantes amarrées à du corail mort. Dans l'océan Pacifique, les îles Salomon ont déjà commencé à disparaître. En 2016, des scientifiques australiens ont découvert que 5 d'entre elles avaient été englouties pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Non loin de là, les îles Fidji sont elles aussi très vulnérables. Plusieurs villages, inhabitables à cause de la montée des eaux, ont été reconstruits plus loin des côtes. Mais ces 15 micro-États ont su se rendre incontournables dans les négociations climatiques. Fidji, par exemple, a dirigé la COP23. Par ailleurs, il existe depuis 2018 un forum des États archipels et insulaires créé à l'initiative de l'Indonésie, plus grand archipel du monde, pour faire face aux défis du changement climatique. La situation des habitants de ces îles en voie de disparition soulève une pluie d'interrogations. Où vont être accueillis ces réfugiés climatiques? Conserveront-ils leur passeport? Deviendront-ils apatrides? Quant aux États disparus, garderont-ils le contrôle sur leur territoire maritime sans avoir de terre? Des questions aujourd'hui sans réponse. Je regarde devant parce qu'il existe malheureusement les objets flottants non identifiés qu'on appelle les OSNE. Nous, on peut être tout préparé pour la course, mais les bateaux sont fragiles et on peut casser si on tape ces objets. Et nous, on essaie de prendre le minimum de risques et dès qu'on peut, on surveille. Il y a vraiment beaucoup de choses qui flottent dans les océans. Il y a les icebergs, mais il y a aussi malheureusement les containers qui tombent des bateaux, les billes de bois. Et moi, une fois, tenez-vous bien, j'ai rencontré un frigo. Le pire, c'est les petites particules de plastique qui se retrouvent mangées par les poissons et les oiseaux et finalement qui se retrouvent dans la chaîne alimentaire. Les chiffres ont de quoi donner le vertige. Selon les estimations, il y aurait 300 millions de tonnes de plastique dans les océans. Principalement des flacons, des bouchons de bouteilles, des sacs plastiques, des mégots de cigarettes, des fibres synthétiques, des morceaux de polystyrène. D'où viennent tous ces déchets? À 80%, des continents. Drainés par les pluies, emportés par le vent, acheminés par les cours d'eau, chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Là, ils sont entraînés par les courants marins. À cause de la rotation de la Terre, ces derniers ne se déplacent pas en ligne droite. Ils s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord, dans le sens inverse, dans l'hémisphère sud. Ils forment alors d'immenses vortex qu'on appelle des gyres océaniques dans lesquels vont s'accumuler les déchets. Alors on entend souvent parler de 7e continent. Le terme est un peu trompeur. Déjà parce que, comme vous le voyez, il existe plusieurs zones d'accumulation. La plus grande se situant dans le Pacifique Nord. Elle s'étend sur près de 3 millions de kilomètres carrés, 6 fois la superficie de la France. Et puis, l'appellation continent laisse à penser que l'on pourrait marcher dessus. Or, cette pollution est avant tout invisible. Elle est essentiellement constituée d'une myriade de petits fragments, des microplastiques d'un diamètre inférieur à 5 mm qui sont en suspension depuis la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur. Problème, les mammifères marins, les tortues et les oiseaux les confondent avec le plancton et les autres crustacés. Ils les consomment et ces déchets obstruent leur système digestif. Du coup, comme c'est tellement dur à nettoyer les océans, il faut tout faire pour éviter de polluer. Il faut éviter les emballages plastiques. Et nous, en course, on fait très attention à tout ça. Donc on débarque tout et on met ça à la poubelle. Et le tri sélectif.
Des plages de rêve défigurées par une immense marée brune. Depuis 2011, les côtes des Antilles sont envahies par cette algue, la sargasse. Sa putréfaction dégage des gaz toxiques, obligeant les riverains à quitter les lieux, et le nettoyage incessant n'y fait rien, elle revient par milliers de tonnes. D'où viennent ces algues? Pourquoi cette prolifération? C'est un mystère. À 6000 km de là, à Marseille, une équipe de chercheurs du laboratoire océanographique MIO mène l'enquête. Ici, pour la première fois, ils ont réussi à cultiver l'algue en reconstituant son milieu d'origine. Après, le problème, c'est qu'elle ne développe pas de feuilles. Tu vois, les feuilles les plus grosses, elles sont là. Ça, c'est un manque de lumière, c'est pour ça. Ces algues marines n'ont quasiment jamais été étudiées. Pour ces scientifiques, tout reste à faire. Tellement elle s'est ramifiée, quoi. C'est affolant. Hein. Les connaître, c'est fondamental parce que chaque espèce va avoir des caractères morphologiques, physiologiques, des propriétés très différentes. Et ensuite, par exemple, si on veut exploiter une ou les 3 espèces, c'est pas pareil. Voilà. Donc il faut connaître, je dirais, le coupable du crime, quoi. Mais sur les lieux du crime, au nord des Antilles, là où Christophe Colomb a découvert la mer des Sargasses il y a 500 ans, il n'y a plus rien. C'est au sud, entre l'Afrique et le Brésil, que l'équipe a découvert une immense mer de Sargasses. Des radeaux dérivant de plusieurs centaines de mètres circulent entre les 2 continents. En laboratoire, l'analyse biologique des échantillons récoltés permet de livrer les premières hypothèses de cette prolifération. La première piste, c'est qu'il y a un enrichissement en éléments chimiques au large des côtes du bassin amazonien, à cause de l'agriculture, etc. L'eau qui ruisselle sur les terres et qui arrive dans l'océan est probablement beaucoup plus nutritive que ce qu'elle était auparavant. En deuxième, certainement une contribution du réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique peut favoriser certaines espèces. Il suffit souvent d'1 dixième de degré pour faire basculer une espèce dans un état de prolifération, alors qu'avant, elle avait une croissance normale. Un autre indice permet de confirmer ces hypothèses, les images satellites. À force d'observation, les chercheurs ont réussi à établir un modèle de circulation des radeaux d'algues dérivants. Puis elles vont aller vers l'ouest. Une partie va aller vers les Antilles, tandis qu'une autre partie, transportée par le contre-courant, retourne vers l'Afrique. Ils peuvent maintenant établir les premières prédictions. J'étais très inquiète quand on m'a envoyé cette photo parce qu'il y a énormément de sargasses, beaucoup plus que les années précédentes. Et ces sargasses vont en partie aller vers l'ouest et s'échouer sur les plages des Antilles. Donc cela laisse présager énormément d'échouages entre le mois d'avril jusqu'au mois de août à peu près, comme l'année dernière. À terme, l'identification précise de ces sargasses et la prévision de leur échouage pourraient permettre de les récolter et même de les valoriser. Mais aujourd'hui, faute d'un budget spécifique, cette recherche est menacée. Quand on a commencé à pêcher dans les filets des merlus qui avaient le ventre rougi par la boue et tout, ils nous ont juré que c'était pas toxique. À l'époque, on n'avait pas fait faire d'analyse. Les pêcheurs lavaient les poissons avec la manche à eau et puis ils les vendaient. Il n'y a pas de... Les pêcheurs, on leur a dit c'est pas toxique et tout. Bon, ils pêchaient des merlus et quand le filet tombait un peu trop bas, il y avait le filet montait rouge et puis... et quelques poissons étaient rougis. Après, il a fallu monter de plus en plus haut. Et maintenant, à 120 mètres, on est dans le rouge. C'est-à-dire le canyon, il est plein à bloc.
Il ne peut plus recevoir cette boue, ça déborde. Voilà, la canalisation, elle est pourrie, elle est vieille, elle a 50 ans, la canalisation, elle a réagi comme elle doit réagir. C'est un tube en ferraille qui a transporté 128 millions de tonnes de produits abrasifs. C'est normal que la canalisation soit fuyarde. Mais les poissons dans le canyon de Cassidaigne, à part les grands pélagiques qui passent par-dessus la boue et qui tracent leur route en période de migration, il n'y a plus les poissons qui vivaient sur le benthos, sur le fond. Avant, vous aviez on pêchait en bordure de fosse des Saint-Pierre, on pêchait des chapons, on pêchait des lottes. Au printemps, on pêchait des langoustes de grand fond dans les grandes profondeurs, on pêchait des langoustes rouges dans les fonds de 130 à 140, 150, on pêchait des sébastes, on pêchait un tas de trucs. C'était vraiment... on pêchait du corail rouge, des fois on prenait des branches de corail rouge qui se prenaient dans les filets, et il y avait de la vie, c'était florissant comme vie. Et là, ça a été recouvert, c'est lunaire, c'est la Lune. Là, si vous voyez les images, on se dit, non, c'est pas vrai, quoi. On n'a pas fait ça à la Méditerranée. C'est un crime contre l'environnement, ce phénomène-là. On voit pas 1 cm² de fond, de sol. C'est des couches de déchets les uns sur les autres, des filets entrelacés avec des macro-déchets, de tout, quoi. Des barrières, il y a des barrières encore à 20 mètres devant, on se demande comment elles sont arrivées là. Du plastique, c'est jonché, c'est pas beau à voir. Ce que vous avez remonté, c'est quoi? C'est un centième? 1 milliardième de ce qu'il y a à vue. Parce que on pouvait pas. Il aurait fallu des filets, mais des chaluts pour remonter 10% de ce qu'il y a là. C'est impressionnant. Puis il doit y avoir plusieurs, au moins 2 mètres de déchets étalés en strates, les uns sur les autres et à perte de vue. Donc ouais, je pensais pas à ce point. Je pensais trouver des déchets, mais pas à ce point. Donc bon, apocalypse now. Ouais. Je vais reculer. Ah, ouais. Non, c'est bon. Hein? Les gars,
Tête immergée, regorgeant de vie, n'est pas seulement là pour faire joli. Comme elle, des dizaines de sculptures se dressent sur le fond des mers du sud de la Toscane. Elles servent à préserver la vie marine face à la surpêche. Pendant ce temps-là, à Talamone, en Italie, l'association La Casa dei Pesci du pêcheur Paolo Fanciulli a installé ses sculptures afin d'empêcher le passage de filets de pêche. Avec l'aide d'associations comme Greenpeace et la participation de différents artistes, des dizaines de ces sculptures ont été placées au fond de l'eau. Il mare non si può solo prendere, ma bisogna anche dare. Oggi l'arte fa parte di questo progetto per salvare la natura. Ces sculptures ont été installées car des chalutiers enfreignaient l'interdiction de pêcher près des côtes. Des pêcheurs locaux et des organisations écologistes accusent leurs filets d'endommager les fonds marins, de détruire l'écosystème et de réduire les réserves pour les pêcheurs artisanaux. Il progetto vuole costruire una grande area tutelata dai danni della pesca a strascico, è una pesca indiscriminata, sono reti che grattano sul fondale e hanno almeno due effetti negativi. Il primo è la cattura indiscriminata di organismi che spesso vengono anche in gran parte rigettati morti in mare. Dans certaines zones, les autorités toscanes avaient déjà installé des blocs de béton pour entraver les filets, mais Paolo Fanciulli et ses soutiens voulaient aller encore plus loin. I blocchi erano insufficienti e allora li ho comprati io e migliaia di turisti mi hanno aiutato a pagarli. I blocchi sono quindi stati installati per creare una grande area di tutela per impedire il passaggio di pescherecci a strascico su fondali che sono proibiti, sono fondali al di sotto dei 50 metri di profondità. Oltre a questi massi, a questi blocchi, che hanno quindi un'azione meccanica di evitare l'ingresso in quest'area delle reti a strascico, sono state poste in mare anche delle statue che sono il contributo di vari artisti. Oggi ci sono più di 800 unità dissuasive, blocchi di cemento, e con il nuovo progetto La Casa dei Pesci siamo arrivati a 39 opere d'arte. L'intento è metterne a mare 100. Ma servono donazioni, serve qualcuno che ci aiuti, se no non ce la potremo fare mai da soli. En plus de rendre difficile l'utilisation de filets, ces sculptures offrent un abri à des plantes et des animaux qui peuvent s'y développer. Elles permettent également d'attirer les touristes et de sensibiliser à la question de la surpêche. Plus proches des côtes que les blocs non sculptés, elles sont accessibles aux plongeurs. Certo, sono passati anni. E dalla prima installazione in mare abbiamo visto un risultato bellissimo. La pesca illegale l'abbiamo levata del 98%. L'arte ha contribuito a arricchire un territorio come la Maremma, dove le opere hanno ripopolato i nostri mari e arricchiranno un turismo sostenibile. Andare sott'acqua, immergersi e trovarsi di fronte a adesso 39 opere d'arte, di cui tutte le contrade di Siena, varie opere di un certo valore, ma è emozionante. Forse non esiste un'emozione più bella di coloro che vanno in mare, che si immergono alla scoperta dei fondali, arricchendoli in tutte le maniere per quello che riguarda l'ambiente.
À l'âge de 11 ans, il détruisait les pièges des trappeurs pour sauver les castors. Acte fondateur d'une vie entière consacrée à lutter pour empêcher l'homme de massacrer les animaux. Qualifié de pirate de l'écologie, ses méthodes ont souvent été contestées. Aujourd'hui, il publie un manifeste provocateur dans lequel il affirme que les océans, les vers de terre, les abeilles et les arbres sont plus importants que l'humanité. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est le capitaine Paul Watson. Bonjour. Thank you to be here. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour parler de ce livre intitulé Urgence, si l'océan meurt, nous mourrons. C'est édité chez Glénat. Ce livre, en fait, c'est un manifeste, un livre en forme de coup de poing. Et le ton est un peu à votre image, c'est-à-dire provocateur. Oui, c'est fait exprès. Récemment, il y a eu la conférence sur le climat à Paris et cela n'a rien accompli. Il faut transmettre le message, il faut trouver des solutions à un problème réel et c'est difficile. On voit les images justement de la COP21 à Paris. Je crois que vous avez distribué ce livre à tous les chefs d'État avant que ça ne démarre, la COP21. Qu'est-ce que vous avez pensé du résultat? Il y a quand même un accord qui a été signé. Il n'y a pas eu d'accord. Cela ne sera ratifié qu'en 2020. Ce n'est pas un accord contraignant. On en entend parler de l'océan une seule fois. On ne parle pas du charbon, on ne parle pas du pétrole. C'est vraiment la situation comme d'habitude. Donc vous êtes déçu, clairement, vous êtes déçu et vous reprenez le combat. Je ne peux pas dire que je suis déçu. Je m'attendais à ce résultat. Nicolas Hulot a fait du très bon travail dans l'organisation, mais face à lui, étaient 196 pays qui ne peuvent pas être d'accord sur une seule chose. Et donc je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de chances de réussite dès le début. Revenons sur votre parcours. Vous êtes un des cofondateurs de Greenpeace en 1969. Et en fait, Greenpeace, vous les avez quittés parce que vous trouviez que leur méthode d'action n'était pas assez efficace. Alors que, en gros, on pense toujours que Greenpeace y va un peu fort. Mais pour vous, c'était pas assez fort. Le Greenpeace que nous avons fondé dans les années 70 n'est pas le même Greenpeace aujourd'hui. Ce sont des personnes tout à fait différentes. Le message et l'activisme sont totalement différents également. Ce que nous avons fait dans les années 70 était extraordinaire, c'était merveilleux. Et ce qui s'est passé, c'est que les personnes de Greenpeace de cette année ont été évincées de l'organisation. C'est devenu une grosse organisation. Et la force du mouvement environnemental, c'est des centaines de milliers de petites organisations, associations à travers le monde, des militants qui s'impliquent avec passion. Militants ou activistes, puisque ensuite vous avez créé Sea Shepherd, berger des océans, et là vous êtes parti en guerre, je crois qu'on peut utiliser ces mots-là, contre les chasseurs de bébés phoques, les baleiniers. Et puis vous n'avez pas hésité, vous avez pris des méthodes plutôt radicales, on voit les images, vous êtes allé à l'attaque, attaquer ces bateaux directement. Je ne pense pas que ce soit radical. Il ne faut pas maintenir le statu quo. Nous luttons contre des criminels. Toutes les personnes que nous attaquons enfreignent la loi internationale. Ce sont des organisations de braconnage. Et donc, je ne pense pas que mes activités soient radicales. C'est très conservateur. En 1986, vous avez sabordé la moitié de la flotte baleinière islandaise. Vous avez détruit aussi l'usine de traitement de chair de baleine. On a parlé parfois de vous comme d'un pirate de l'écologie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous qualifient d'écolo-terroristes ? Je ne suis pas un éco-terroriste, je n'ai jamais travaillé pour Monsanto ou BP. Ce que nous faisons, c'est respecter les lois de protection de l'environnement international. Dans 1986, nous avons détruit des bateaux, mais ils enfreignaient la loi. Je n'ai pas été arrêté car tout le monde savait bien que si j'étais traduit en justice, il se traduirait en justice eux-mêmes. Dans ce manifeste, vous donnez des conseils sous forme d'injonction. Je disais, le ton est un peu provocateur. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette simplification? On a l'impression que vous faites un peu la leçon à des enfants qui ne veulent pas entendre. Il y a des solutions très simples au changement climatique, mais ce sont des solutions que personne ne veut entendre. Alors, c'est les solutions que j'essaye de transmettre. Tout d'abord, il faut que l'océan se restaure. Nous détruisons l'océan. Si l'océan meurt, nous mourrons. Nous ne pouvons pas vivre sur une planète avec un océan mort. Et nous avons une fenêtre de tir très réduite. Mais le problème est que personne n'en a quelque chose à faire. Et c'est réellement le problème. Nous savons, mais nous nous en fichons. Nous tuons 65 milliards d'animaux par an pour
nous alimenter, mais ça produit plus de gaz à effet de serre que toute l'industrie du transport et personne ne veut en parler. Alors je propose des solutions que personne ne veut entendre. Ce sont des solutions très simples finalement. Mais il n'y a rien de substantiel qui a été débattu concernant la résolution de ce problème. Mais c'est une situation très grave, le changement climatique. Et je ne pense pas que tout le monde comprenne bien l'impact total. En tout cas, vous y participez avec votre livre. Je vais juste dire, parce qu'on n'a plus le temps malheureusement de continuer l'interview, mais une citation de Voltaire que vous donnez: dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais responsable. C'est le message que vous essayez de faire passer.